Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour cette soirée de présentation de copropriétaires et d'appel à sociétariat ou d'appel à, on pourrait dire, à copropriétariat. Alors je vais juste rapidement vous présenter l'heure qu'on va passer ensemble maintenant. D'abord, les témoignages des futurs copropriétaires ont permis d'entrer dans le sujet afin de comprendre les motivations de chacun, les enjeux et puis les envies. Et au cours de cette heure, maintenant, on va tâcher d'explorer plutôt le contexte dans lequel on se situe. Yannick, tout à l'heure, l'a très bien introduit, mais on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin là-dessus. Et pour cela, nous accueillerons donc dans une vingtaine de minutes Louis Hainaut, qui est également cofondateur de Copropriétaires et ancien directeur de la foncière Habitat et Humanisme, et Renaud Père, en charge de la question du logement au sein de la métropole lyonnaise, pour une table ronde sur le rôle et les objectifs de la copropriété dans la métropole lyonnaise. Mais avant ça, on va avoir une discussion avec Isabelle Ray-Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous participerez également à la table ronde qui suit pour nous présenter plus tard les questionnements et les questionnements politiques et à la fois citoyens qui peuvent s'immiscer dans ce projet. Alors avant de commencer, je me permets juste de vous introduire. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé de longues années pour le quotidien Le Monde pendant 22 ans, il me semble, comme spécialiste des questions de logement, et vous êtes l'autrice d'un ouvrage récent paru en 2024 aux éditions Rue de l'Échiquier, intitulé « Halte à la spéculation sur nos logements, les solutions pour habiter à nouveau les villes ». Et vous nous invitez, en fait, dès la première phrase de votre ouvrage, à un travail de la pensée, et je pense que ici, toutes et tous, vous avez envie de faire ce travail si vous êtes là. Vous dites, je reprends vos mots, et si les logements servaient à habiter, tous, dans de bonnes conditions de confort et ne servaient qu'à cela, pas à gagner de l'argent en spéculant sur leur valeur au mépris des besoins des villes, de loger tous ceux qui les font fonctionner. Alors pourquoi écrire un tel ouvrage en 2024, Isabelle Ray-Lefebvre ? C'est effectivement, j'ai suivi les politiques du logement au journal Le Monde, mais même avant. Et quand je suis partie du Monde en octobre 2022, j'ai fait mes petits comptes. J'ai, entre 2000 et 2022, connu 12 ministres du logement. Donc un ministre du logement, ça ne reste pas très longtemps, moins de 2 ans. Et encore, la cadence s'est accélérée ces 3 dernières années, comme vous avez pu le remarquer. On ne les connaît même plus d'ailleurs. Et donc, je suis une observatrice attentive de la politique du logement. Pour caricaturer, on pourrait dire la droite, c'est l'accession à la propriété. On se rappelle de la France de propriétaires de Nicolas Sarkozy. La gauche, c'est le logement social. En fait, les ministres font les deux. Et je dirais, sauf sous la présidence d'Emmanuel Macron, on fait ni l'un ni l'autre. Et on est dans une crise inédite. Et donc, avec cette expérience d'observatrice, moi je ne suis pas une actrice, je ne suis pas une universitaire, j'ai voulu aller dans 7 villes d'Europe, investiguer sur comment on pourrait dépasser justement la notion de propriétaire et de locataire, c'est-à-dire avoir des statuts qui proposent une sécurité du logement, que les gens puissent rester dans le logement le temps qu'ils souhaitent, voire même parfois qu'ils puissent les transmettre à leurs enfants, parce que je suivais aussi l'exclusion pour Le Monde, et s'il y a quelque chose qui est déstabilisant, qui empêche tout, c'est de savoir que tous les ans, tous les 2 ans, vous pouvez être mis à la porte de votre logement, ce qui arrive aux gens d'Amsterdam, aux gens de Londres, aux Berlinois, etc. En France, on n'est pas tout à fait là, mais bon. Donc, j'ai voulu voir comment dépasser la notion de propriétaire en allant chercher les autres modèles non spéculatifs, que j'ai appelés non spéculatifs. Mon objectif étant de soustraire du marché le maximum de logements.
Et avant de revenir sur ces systèmes non spéculatifs, j'aimerais... vous avez parlé de crise du logement. Tout à l'heure, Yannick l'a également évoqué. Qu'est-ce que c'est la crise du logement? C'est une situation de mal logement liée aux expulsions, c'est une question du marché économique, c'est une question de politique publique absente ou qui sont dans un net recul. Qu'est-ce que ça veut dire, crise du logement? Et d'ailleurs, est-ce que c'est la crise ou plutôt les crises, un ensemble qui perdure depuis maintenant bientôt un siècle? Un livre écrit par Jean-Claude Drian et l'économiste Pierre Madec qui s'appelle « Les crises du logement ». Pour moi, quand je dis crise du logement, c'est pas qu'il n'y ait pas assez de logements, on n'est pas dans une pénurie de logements, mais c'est que le logement devient inaccessible financièrement pour les classes modestes et même moyennes, voire moyennes supérieures. Et à partir du moment où la classe moyenne ne peut plus se loger, c'est la révolution. Et d'ailleurs, on la sent, cette révolution plutôt de droite qui arrive. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que ce n'est pas franco-français, c'est européen. Et je dirais même au-delà, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, c'est vrai au Mexique, c'est vrai dans tous les anciens pays de l'Est qui ont connu pourtant des systèmes très collectivistes, mais qui ont versé brutalement dans la propriété, et les prix des logements dans les pays de l'Est sont hallucinants. Donc c'est cette décorrélation entre l'évolution des revenus et l'évolution des prix des logements. Alors, les prix des logements ont augmenté 2 à 3 fois plus vite que les revenus. Dans l'équation, il y a un problème de revenus aussi. C'est que les revenus... aujourd'hui, les 10% les plus modestes n'ont toujours pas retrouvé leur pouvoir d'achat d'avant 2008. Vous le croyez, ça? Et le patrimoine des 10% les plus modestes, entre 1998 et 2021, a baissé de 54% en euros constants. Donc, il y a un appauvrissement. Et Gabriel Attal, notre éphémère Premier ministre, disait la smicardisation de la France. Oui, il y a un problème de revenus aussi qui sont trop faibles. Mais il y a aussi des prix des logements qui ont été alimentés par un crédit, par des capitaux qui se sont investis massivement. Alors, dans certains pays, c'est des fonds d'investissement, c'est Blackstone, ça prend des formes variées. Nous, dans le logement, ce n'est pas tellement les fonds d'investissement, mais c'est la planche à billets, le crédit immobilier qui a soufflé les prix et qui fait qu'ils sont inabordables. Donc pour moi, la crise du logement, c'est un problème d'accessibilité financière. Effectivement, pour reprendre un chiffre que vous donnez dans votre ouvrage, depuis les années 2000, entre 2000 et 2022, le prix des logements a augmenté de 160% en France, 170% à Paris, et le revenu moyen, lui, donc on parle bien en plus de moyenne, de 45%. Donc on voit bien cet écart-là. Vous avez commencé à donner quelques facteurs de cette spéculation immobilière sur les 20 dernières années. Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé seulement depuis les années 2000, ou est-ce qu'on peut voir quelques avant-goûts, j'imagine, avec l'arrivée, par exemple, de Margaret Thatcher au gouvernement au Royaume-Uni, par exemple? Donc, la flambée des prix, cette décorrélation par rapport aux revenus, elle a bien commencé en 2000. Il y a eu quand même une inflexion en 2008 avec la crise financière des subprimes qui a un petit peu fait baisser les prix, mais qui sont repartis très très fort, notamment parce qu'il y a eu des plans de relance, notamment parce qu'il y a eu ces quantités d'argent qui sont arrivées à la baisse des taux d'intérêt. Mais donc il y a les problèmes des prix, les problèmes des revenus, mais il y a aussi un espèce de vent libéral qui a soufflé sur l'Europe, qui a consisté à démanteler les politiques sociales du logement. Et c'est effectivement, ça a commencé en 1979 avec Margaret Thatcher au Royaume-Uni, qui a instauré ce qu'on appelle le right to buy, c'est-à-dire le droit d'acheter. Le Royaume-Uni avait un parc social conséquent, supérieur à la France, et les locataires ont eu le droit d'acheter leur logement. Alors c'était souvent, vous savez, ces petites maisons qu'on peut voir dans les films de Ken Loach, merci. Ils ont eu le droit d'acheter leur logement, même si leur bailleur social n'était pas d'accord.
Et il y en a qui ont fait des confortables plus-values. Certains ont même dû racheter ces logements à 10 fois plus cher que ce qu'ils ont vendu. Donc, il y a eu une liquidation. Alors, il y a eu à peu près 2 millions de logements sociaux anglais qui ont été ainsi vendus. Il leur en reste quasiment comme en France, 18%. Et donc, aux Pays-Bas, ce que je vous disais, c'est intéressant les Pays-Bas, parce que c'était le modèle social, le modèle social du logement, modèle européen du logement social, excusez-moi. Ils avaient 40% de logements sociaux ouverts à tous. Dans les réunions et dans l'association qui réunit tous les bailleurs sociaux européens, qui s'appelle Housing Europe, c'était le modèle. Et ce modèle a été détricoté en 4-5 ans. Dans votre partie sur le Pays-Bas, dans votre ouvrage, vous dites même, les mots sont forts, la crise du logement est un projet politique libéral. Vous le dites noir sur blanc. Le cas des Pays-Bas est assez emblématique et semble-t-il a infusé quelque peu en France depuis le gouvernement d'Emmanuel Macron. Oui, alors en fait c'est un géographe que j'ai rencontré qui s'appelle Cody Ostenbach. Son bouquin s'appelle « La crise du logement est un projet politique ». Je trouvais ce titre vachement bien, je lui aurais bien piqué, mais bon, je n'ai pas osé lui piquer. Mais il analyse dans son livre extrêmement bien comment un logement social, une maison qui était louée 700 € par mois, toute la maison qui appartenait à un bailleur social, Imer, se retrouve quelques années plus tard sur le marché privé. Et là, le loyer, c'est 700 € par chambre. Donc, il dit, voilà quelque chose qui était public, qui a été financé par le public et qui est complètement privatisé. Et donc, les Pays-Bas, c'est vraiment un modèle social qui a été bouleversé en quelques années. Je peux dire que Berlin, alors là, c'est un ministre, pas un ministre, un maire socialiste. Enfin, Berlin était une ville-État, donc on pourrait presque parler de ministre. Un maire socialiste qui a vendu à des sociétés foncières des centaines de milliers de logements qui appartenaient à la ville de Berlin. Alors c'est vrai que Berlin était pauvre, très endetté, que ce parc était en très mauvais état. Et maintenant, ça se retrouve entre les mains de sociétés. Alors, il y en a 2 allemandes, Deutsche Wohnen et Vonovia, d'ailleurs, qui viennent de se fusionner. Mais aussi, il y a une société française qui s'appelle Covivio, une foncière, vous ne connaissez pas, mais qui a des milliers de logements à Berlin. Et donc, il y a une vraie... c'est eux, les Berlinois, ont inventé le mot de rénoviction, c'est-à-dire... C'est vrai que Berlin n'était pas cher. Il y avait des loyers à 3-4 € du mètre carré. Berlin est une ville pauvre, hein, une ville de locataires et qui est pauvre. Et donc, ces foncières, souvent cotées en bourse, ont racheté ces paquets de logements et ont viré les locataires, réhabilité et augmenté les loyers, voire maintenant les proposent à la découpe en copropriété. Il y a eu... À Berlin, les locataires ont un poids politique. Il y a eu des vraies révoltes. Il y avait une manifestation, je crois que c'était en avril 2020, qui a réuni 30 000 Berlinois pour demander la remunicipalisation, la renationalisation de ce parc, de tous les propriétaires qui ont plus de 5 000 logements à Berlin. Ils ont organisé ce référendum. Il fallait réunir je ne sais combien de signatures. Ils se sont donné un mal de chien pour trouver les signatures. Ils ont organisé ce référendum qui a eu lieu en même temps que l'élection municipale du maire de Berlin. Et ils ont gagné ce référendum. 60% des Berlinois ont dit oui, on veut la renationalisation. Et en fait, c'était un référendum non contraignant. Et la nouvelle maire socialiste de Berlin, qui vient des pays de l'Est, qui vient de Berlin-Est, elle, ça ne lui dit pas trop de renationaliser parce qu'elles ont connu le communisme et les collectifs et les logements collectifs, ça ne lui a pas plu. Donc, ils ne l'ont pas renationalisé. Et aujourd'hui,
ces logements. Et aujourd'hui, le loyer moyen est plutôt 10, 12, 15 euros le mètre carré, alors qu'ils étaient partis de 3 à 4 euros et que Berlin était une ville très abordable, avec des logements pas de très bonne qualité. Moi, je suis allée il y a encore des poêles à charbon. Je suis allée visiter une des protagonistes du référendum. Elle habite un grand logement, mais il y a un poêle à charbon, quoi. Ça fait 19e siècle, quoi. On va rebondir sur le poêle à charbon parce que le mouvement, enfin les HLM ont quand même permis l'accès au confort moderne en France pour une grande partie de la population. Mais est-ce que le secteur HLM en France ne nous permet pas également d'avoir une certaine forme de protection vis-à-vis de ces fonds d'investissement privés, de cette spéculation par un certain nombre de logements sociaux qui se situent un peu en dessous des 20% en France? Est-ce que le secteur HLM est un élément qui permet à la France si ce n'est d'éviter la montée des prix, au moins d'éviter cette surfinanciarisation par rapport à d'autres villes, comme ça a été le cas aux Pays-Bas, comme ça a été le cas à Madrid, etc. Nous avons à peu près 17% de logements sociaux. Bon, vous savez que la loi Solidarité Renouvellement Urbain en préconise 25% dans les villes. Quand je dis 17%, c'est France entière, ce qui est un chiffre tout à fait logique. Mais si vous voulez, un parc social, ça peut se détricoter en 2 ans. Et le nombre de ministres du logement, comme pas Jean-Louis de Normandie, comment il s'appelait de Normandie, Julien de Normandie, qui disent « Ah non, mais il faut vendre des logements. Il faut vendre ». Ce qui s'est passé d'ailleurs aussi aux Pays-Bas. Ils ont vendu des milliers de logements. Le gouvernement voulait qu'ils vendent la moitié du parc. Ils ont quand même résisté, ils n'ont pas vendu la moitié du parc. Ça, c'est très facile de détricoter un parc social. Donc ce parc social, on a la chance qu'il existe, il est solide, et pour l'instant, les bailleurs sociaux ont résisté et n'ont pas vendu. Enfin, ils en vendent 8 000, on est même allé jusqu'à 12 000 logements par an. Mais vous regarderez dans des discours politiques de droite, il y a, si vous vendez un logement social, vous pouvez en financer 3. Puisque, vous voyez, donc, je me rappelle même, Julien de Normandie avait dit, mais enfin, les bailleurs sociaux, dans vos comptes, vous n'avez même pas valorisé votre parc. Pourquoi ça ne figure pas? Ils ont dit, non, on ne valorise pas parce qu'on n'a pas le droit de le vendre, on n'a pas le droit d'augmenter les loyers. À quoi ça sert de mettre une valeur en face? Et mettre une valeur en face, ça veut dire, vous voyez, les bailleurs sociaux, vous êtes assis sur des milliards. Et c'est vrai, si on comptabilisait la valeur de ces logements, ils sont assis sur des milliards. Et c'est très tentant de dire, les milliards, vous les avez. Donc c'est très facile de démanteler un parc social, ça peut se faire en 2 ans. Je me permets de changer un petit peu par contre, je veux dire, ce qui a un peu protégé la France de l'arrivée des fonds d'investissement, c'est plutôt l'émiettement de la propriété. C'est qu'en France, nous avons 57%. On était monté à 58%. Maintenant, on a baissé de 1% le nombre de propriétaires occupant de leur résidence principale. Ça a l'air peu, 1%. Mais 1% des ménages, ça représente des centaines de milliers de logements, des gens qui n'ont pas pu accéder à la propriété. Donc, ce qui a un peu protégé la France, c'est que les institutionnels français n'ont pas acheté de logements et la France, la copropriété, ça n'intéresse pas un fonds d'investissement d'acheter un appartement-ci, un appartement-là. Il lui faut des immeubles entiers. Et donc, cet émiettement nous a un peu protégés de ces acteurs-là. Merci pour cette précision. Simplement, est-ce que y a quand même un mantra qui est que avec ce marché offre-demande, donc la production de logements permettrait de résorber cette crise du logement et de limiter la spéculation immobilière. Est-ce que le fait de produire du logement, c'est véritablement quelque chose qui permettrait de lutter contre la hausse des prix? Non, pas du tout.
il y a des chiffres, vous me disiez, qui disent qu'il faut construire 500 000 logements par an. Bon, on n'est jamais arrivé à construire 500 000 logements par an, enfin si dans les années 80, mais sous Hollande, c'est là où on était plutôt à 420, 450 000 logements. Mais notre parc de logements, c'est 35 millions de logements. Donc, même si vous doublez la production, que vous passez à 800 000, à 900 000, jamais vous ne pèserez sur le marché de l'existant, qui est le marché de masse. Donc non. Et au contraire, je dirais, construire, ça exacerbe la concurrence sur le foncier. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas construire. Il faut construire. Mais ce n'est pas ça qui fera baisser les prix, et je dirais même au contraire. Oui, effectivement, Pierre Madec, un économiste, explique que si on construit si on passe de 400 000 logements construits à 800 000 logements construits par an, eh bien on ferait baisser les prix que de 1,5%, donc qui reste somme toute minime face à cette ampleur de production. Et vous parliez du foncier juste à l'instant. La spéculation immobilière, est-ce que c'est quelque chose qui relève de la spéculation sur le logement, sur le bâti, ou c'est quelque chose qui relève de la spéculation sur le sol, sur le foncier ? Ben c'est sur le sol, c'est sur l'emplacement. L'autre jour, il y avait un architecte de Villeurbanne d'ailleurs qui citait 2 opérations qu'il a faites à Villeurbanne, une en 2015, une en 2025, à 200 mètres de distance l'une de l'autre, avec 25% de logements sociaux. Il disait, en 2005, les coûts de construction, c'était 1 550 € par mètre carré, y compris les parkings en sous-sol. En 2025, c'est 1 850, ça fait plus 25%. Le foncier, c'était 800 € en 2005. En 2025, c'est 2 000 €. C'est plus de 150%. Donc on voit bien que c'est le coût du foncier ou le coût de l'emplacement qui compte, ce n'est pas la construction. Et donc, pour répondre à cette spéculation foncière également, vous êtes allé observer différents mécanismes, différents dispositifs qui permettent de lutter contre ça, donc des dispositifs anti-spéculatifs, notamment un qui s'appelle le Community Land Trust, donc qui est chez nous plus connu sous le nom de Bail Réel Solidaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le projet du Community Land Trust ? Parce que je pense qu'on va y revenir après dans la table ronde avec nos 2 autres invités. Alors, le Community Land Trust, c'est une invention américaine, pays particulièrement socialiste, comme vous pouvez le savoir, qui consiste à ce que le land, le terrain, appartient à un trust, une société non lucrative, et gérée par la communauté. Il y a une personne qui a beaucoup développé ça dans sa ville, c'est Bernie Sanders. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Bernie Sanders, le socialiste américain, disons, qui a, dans sa ville de Burlington, a créé un Community Land Trust sur le logement qui s'appelle le Champlain Housing. Ils ont à peu près 3000 logements dans les années 80. Et il est toujours là, et il y a toujours ces 3000 logements. Ça consiste donc que le trust achète le terrain qui restera non lucratif et acquis à cette société. Et les occupants, j'allais dire les acquéreurs, achètent le bâti, la construction. Et quand ils repartiront, alors dans le système Community Land Trust, et ils loueront à faible coût le terrain. L'intérêt, c'est que le terrain, le Community Land Trust peut l'acheter avec des prêts long terme et donc étaler la charge foncière sur un très long temps, 50 ans, 60 ans, 100 ans. Et l'occupant, lui, il achète le bâtiment qu'il pourra revendre à un prix contrôlé. Et parfois à des gens agréés par le Community Land Trust, à un prix contrôlé. Alors, dans les formules américaines, c'est le prix initial majoré d'une fraction de la plus-value. On regarde un peu les immeubles à côté, voisins, et on considère que 75% de la plus-value reste acquis au trust et 25% de la plus-value revient à l'acquéreur. Et ce que disait
la directrice du Champlain Housing, elle disait cette solution, ça permet aux gens qui sont dans le Community Land Trust de partir et d'acheter sur le marché privé, puisqu'ils ont quand même capitalisé leur part. Et donc, à peu près 70% des gens qui ont quitté le Community Land Trust de Champlain Housing ont pu se reloger sur le marché privé. Alors nous, et c'est Cécile Duflot, on a adapté ce Community Land Trust à la France en l'appelant organisme foncier solidaire avec des acquéreurs. Enfin, c'est un peu une construction juridique, mais qui sont titulaires d'un bail réel solidaire. Pourquoi réel ? C'est un sens juridique au mot réel qui veut dire que ce sont des droits réels qui s'apparentent à la propriété. Et donc, l'organisme foncier solidaire non lucratif détient le terrain, peut le financer avec des prêts long terme, donc ça, à nouveau ça baisse la charge foncière et donc le prix final. Et les acquéreurs, alors qui dans le modèle français ont des ressources plafonnées, mais bon, les plafonds ont été considérablement relevés, et donc quasiment 80% de la même 90% de la population foncière est théoriquement éligible au BRS, au bail réel solidaire. Et là, il peut le revendre qu'au prix initial indexé. Donc il y a une personne qui doit en faire sa résidence principale, une personne agréée par l'organisme foncier solidaire. Donc le prix est contrôlé, le prix de revente est contrôlé, mais les acquéreurs repartent quand même avec l'épargne qu'ils ont accumulée sous la forme de crédit. C'est également quelque chose sur lequel on reviendra, j'espère, pendant la table ronde, puisque cette question de pouvoir s'extraire en fait d'un marché antispéculatif conduit des personnes lors de leur parcours résidentiel à arriver avec un apport suffisamment conséquent pour réinvestir de l'argent dans le marché libre. Et donc peut-être refaire le jeu, en fait, encore une fois, des années plus tard, de la spéculation immobilière. On y reviendra tout à l'heure. Simplement, vous mettez en évidence un deuxième outil antispéculatif qui est celui de la coopérative d'habitants qui se redéveloppe en France depuis quelques années, on en a parlé tout à l'heure, mais en Suisse notamment, dans certaines villes, c'est un modèle vachement répandu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et à quelle échelle ça fonctionne ? Parce que j'imagine que copropriétaire est quand même assez proche de ce système-là. Oui, alors, la coopérative, comme vous l'avez compris, l'immeuble, c'est une propriété collective. L'immeuble appartient aux sociétaires. Comme on m'a dit en Suisse, les gens sont à la fois sociétaires et locataires. Et donc, c'est la collectivité, c'est le collectif des habitants qui est collectivement propriétaire. Et vous n'êtes que locataire, si j'ose dire, mais avec des droits majorés par rapport aux locataires, je dirais lambda, c'est-à-dire vous pouvez rester le temps que vous voulez. Le statut des coopératives peut être très souple. On peut y mettre ce qu'on veut. Par exemple, dans certaines coopératives genevoises qui sont très écologistes, vous n'avez pas le droit d'avoir une voiture individuelle. Il n'y a que des voitures en autopartage. Il y a un immeuble qui n'est même pas raccordé au tout à l'égout. Au tout à l'égout, et ils traitent eux-mêmes leurs eaux usées et leurs eaux... Voilà. Il y a beaucoup d'espaces partagés. Ça, c'est vraiment très impressionnant de voir les espaces partagés qu'ils ont. Eux, ils ne font pas un local vélo ridicule. Il y a 4 places de vélo par logement. Et en fait, c'est vrai, vous avez besoin de 4 vélos par logement. Objectivement, vous avez des garages à vélos incroyables, des salles communes avec des cuisines, des chambres d'hôtes. Même en Belgique, il y avait une chambre de mourance, c'est-à-dire vous pouvez finir votre villa, des chambres de naissance où les femmes peuvent accoucher. Il y a des salles de répétition, enfin c'est d'un luxe inouï. Des terrasses, des potagers, etc. Et donc, ces logements restent éternellement la propriété de la coopérative. Et comme je vous disais, je suis allée visiter une coopérative à Vienne, en Autriche,
de 3500 logements édifiés dans les années 70. Et là c'est vraiment l'architecture brutaliste des années 70, avec des tours, etc. Nous, on les aurait peut-être démolis. Eux, ils n'ont jamais démoli. Ils n'ont jamais vendu un seul logement. Et la première chose que m'a dit le représentant des locataires, cet immeuble n'est pas inaliénable. Jamais on ne le vendra. Et donc, nous, ce grand ensemble nous ferait peur. Ben, eux, ils font la queue pour y habiter. Donc, alors, à Vienne aussi, la coopérative, c'est massif, puisqu'ils ont à peu près 20% de logements coopératifs, auxquels s'ajoutent 22% de logements qui appartiennent à la ville de Vienne, qui est du logement public, on pourrait dire du logement social. Mais là, ils en sont très fiers de leur logement social. Partout, vous verrez sur les immeubles écrit en rouge, rouge c'est la couleur de Vienne, Vienne la rouge. Cet immeuble appartient à Wiener Wohnen. Il a été construit en tel... Ils en sont fiers de leur logement social. Ils ne le cachent pas. Et donc, entre eux, le parc social public, les coopératives, et d'ailleurs, il y a beaucoup de liens entre les deux, parce que la ville de Vienne aide les coopératives, voire est actionnaire de certaines coopératives. 60% des Viennois habitent dans ce logement, sont locataires de ces logements, ou publics ou coopératifs, à un prix de 10 € le mètre carré par mois maximum. Et est-ce qu'il est possible d'imaginer un tel système à Lyon, en France, parce que c'est quand même un contexte historique spécifique, Vienne. En fait, je vous pose cette question parce que je me rappelle d'une sortie du maire de Villeurbanne qui expliquait, dès lors qu'on ne pouvait plus louer les logements aux étiquettes énergétiques trop mauvaises, de pourquoi pas municipaliser ou en tout cas publiciser ces logements-là pour en faire une réserve foncière et immobilière et donc créer un parc de logements autres, tierces. On parle de troisième voie depuis tout à l'heure. Est-ce que ça serait possible de créer ça dans un autre contexte tel que Lyon, par exemple ? Mais bien sûr que c'est possible, mais c'est long et il faut des capitaux, c'est assez cher. Paris est en train d'acheter massivement les immeubles, les appartements F ou G qui sont vendus par leurs propriétaires. Ils en achètent et ils vont les rénover et ils vont les garder. Ce qu'il faut, c'est ne pas vendre. Il faut garder. Est-ce que, là c'est un point de vue un peu plus pessimiste, ou une question peut-être pessimiste pour la salle, mais est-ce que l'intégration de dispositifs anti-spéculatifs ou non spéculatifs par la société civile, par des mouvements citoyens, peut permettre en fait de freiner, d'avoir réellement un effet sur les prix ? Alors, ce qu'ils disent à Vienne, c'est que avoir un parc locatif, coopératif ou public, ça pèse sur les loyers privés. Mais parce qu'eux, ils ont quasiment 42% de ça. Donc il faut effectivement arriver à une certaine masse pour peser sur le marché privé. Alors c'est vrai que Vienne fait ça depuis 100 ans, depuis 1920. Si j'exclus la période de la guerre, fasciste puis nazie, ils n'ont jamais arrêté d'investir. Vienne consacre à peu près entre 400 et 500 millions d'euros par an. Enfin, à cet objectif de construire des logements locatifs à prix abordable. Ils considèrent, la ville de Vienne, elle a quasiment un statut d'État, un peu comme Berlin. C'est pour ça qu'ils parlent du ministre du Logement de Vienne. La ministre du Logement, Christine Gall, dit nous considère que fournir un logement abordable, c'est une sécurité sociale, c'est un service public qu'on le considère comme une sécurité sociale. Et ils le font bien. Je suis impressionnée par la qualité des logements neufs qu'ils créent. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont encore pas mal d'espace. Dans toutes les zones, dans tous les quartiers neufs, il y a entre 70 et 80% de logements ou publics ou coopératifs. J'aimerais faire le lien avec la table ronde qui va pas tarder peut-être, où on invitera de toute manière Louis Hénault pour parler de copropriétaires, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Juste pour faire le lien avec avant ce moment d'échange,
dans votre sous-titre d'ouvrage, vous dites bien qu'il faut créer des solutions pour habiter à nouveau. Est-ce que pour vous, actuellement, on est privé d'un droit d'habiter, d'un droit à la ville, d'un droit au logement ? Ben oui, à l'évidence, oui. Les professeurs, les serveurs dans les restaurants, vous savez que parfois ça dure jusqu'à minuit. Donc, vous vous rappelez Macron qui nous avait dit il n'a qu'à traverser la rue pour trouver un logement. Il avait dit ça à un jeune Picard. Ouais, il aurait trouvé un boulot dans une brasserie chic du 8e arrondissement, mais il n'aurait pas trouvé de logement. Si, bien sûr qu'aujourd'hui, on le voit tous les jours, on voit des étudiants qui renoncent à étudier parce qu'ils ne trouvent pas. C'est tellement évident. Tous les signes de la crise du logement, le sans-abrisme qui progresse, tous les signes du logement sont là, du mal logement. Et puis évidemment, c'est toujours sur les plus pauvres que ça retombe. Du coup, là, ça ruisselle, la difficulté à se loger. Et au-delà de la difficulté à se loger, j'imagine qu'il y a aussi un enjeu de réappropriation par les habitants de leur lieu de vie. Donc dans les coopératives d'habitants, vous le disiez, il y a des espaces partagés, il y a des activités communes. Et ici, on a bien entendu tout à l'heure les trois témoignages. L'ambition, c'est effectivement de se réapproprier un espace, mais également de s'ouvrir à d'autres collectifs. C'est donc tout cela, en fait, l'ambition de solution. L'ambition des solutions pour habiter à nouveau la ville. Ce qui dit, la coopérative, ça permet aussi de loger des gens qui n'ont pas accès à des prêts, puisque c'est la coopérative qui emprunte. Et par exemple, des seniors ou des gens qui ont des intermittents du spectacle. Je dis ça parce que j'habite Montreuil, à l'est de Paris, et c'est la ville des intermittents du spectacle. Mais donc, ça permet ça. Disons, peut-être l'inconvénient de la coopérative, c'est qu'on agrée les futurs occupants et qu'il peut y avoir une forme d'entre-soi. On le voit un peu à Genève. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui différencie dans la coopérative les locataires, c'est ce que m'a dit, les locataires, ce sont eux qui décident. C'est eux qui décident des investissements. C'est eux qui décident ce qu'on va faire cette année avec l'argent. C'est eux qui décident si on augmente ou on baisse les loyers. En Suisse, avec la baisse des taux d'intérêt, ils ont baissé des loyers. Et ce qui différencie aussi la coopérative d'une copropriété, parce que la copropriété, vous pourriez me dire, c'est une forme de propriété collective, sauf qu'elle est spéculative. Et puis, le droit de la copropriété a été créé, la loi de 65, avec l'idée de protéger le droit individuel de propriété face au collectif. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à gérer nos copropriétés aujourd'hui. C'est que, alors bien sûr, on a pas mal modifié la loi de 65, mais il faudrait coopérativer la copropriété aujourd'hui. C'est-à-dire, et par exemple, provisionner l'entretien. Dans la coopérative, vous provisionnez l'entretien, c'est déjà inclus. Donc, une fois que vous avez l'argent, c'est quand même plus facile de décider de rénover que quand vous n'avez pas l'argent. Donc, le droit de la copropriété n'est pas adapté à la gestion collective. Enfin, c'est mon point de vue. Il y a actuellement une recherche qui est en cours sur la coopération dans les copropriétés à Strasbourg, si jamais certains d'entre vous sont intéressés dans le cadre d'un appel du plan urbanisme construction architecture qui s'appelle Régénérer les copropriétés. Voilà, si jamais ça intéresse certains d'entre vous. Louis Hainaut, bonsoir. Merci de nous rejoindre au micro. Bonsoir. Alors, simplement pour vous présenter, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vous êtes cofondateur de Copropriétaires et vous étiez auparavant, si je ne dis pas de bêtises, directeur de la foncière d'Habitat et Humanisme. Oui. Alors, pourquoi avoir décidé de créer un modèle intermédiaire entre coopérative et propriété et dans quelle mesure, en fait, est-ce que ça se distingue d'une foncière ? Alors déjà, je vais commencer par ne pas répondre à la question et plutôt juste dire qu'on va être rejoint, c'est une table ronde additive, on ajoute des gens au fur et à mesure, donc on va être rejoint par Renaud Père, dont on ne donne toujours pas le titre,
d'ici moins de 5 minutes. On est à peu près certain qu'il sera là. Voilà. Ce qui est une bonne nouvelle. Et donc, pour répondre, je pense que Isabelle en a déjà un peu parlé. Le modèle, il est très très différent. Donc, c'est vrai qu'avant, je travaillais pour Habitat et Humanisme. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement associatif qui loge des personnes qui sont exclues du logement notamment, enfin en tout cas de l'habitat de manière générale. Ça peut être le logement pour certaines personnes, ça peut être un hébergement, ça peut être un établissement médico-social. En tout cas, c'est un mouvement qui lutte pour l'inclusion sociale. Et je dirais que le rapport d'Habitat et Humanisme avec ces locataires est un rapport presque de bailleur social d'une certaine manière. Là, la coopérative, on est sur un monde totalement différent. C'est exactement ce que disait Isabelle à l'instant. Vous devenez coopérateur, vous êtes propriétaire du commun, et vous êtes usager à titre individuel ou usagère à titre individuel de votre logement. Et c'est ce double rapport à la fois d'usager et de propriétaire qui est la différence totale entre la coopérative, ce modèle-là, et puis un modèle plus de bailleur social, quoi. Alors, bonsoir Renaud Père, vous venez de nous rejoindre. Je vais vous attaquer au vif directement. Alors, vous êtes en charge de la gestion, de la question des logements à Lyon. Comment, d'un point de vue politique, puisque vous êtes là ce soir, on reçoit une initiative comme celle de copropriétaire ? Je respire. Allez-y. Non. D'abord, on le reçoit très bien, mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Parce qu'on se dit, et c'était exactement ça la première fois qu'on s'est vu, quand ça s'appelait encore La Clé, qu'il fallait qu'on consolide ce qu'on appelle, ce qu'on aime à appeler cette troisième voie du logement. Et donc, on fait tout, on essaye de tout déployer. Bien sûr, c'est l'habitat coopératif plus classique, j'ai envie de dire, qui a été le point de départ et l'origine de nos engagements en se disant à quelques mètres d'ici, comment sur une ZAC, par exemple, on va permettre au collectif comme un immeuble d'atterrir. Comment on le fait aussi de plus en plus, mais ça va être une des vraies questions, je parle prudemment en période de réserve, mais pour la suite, de se dire comment, à partir d'une action foncière de type préemption, on arrive à faire des montages plus souple que ce qu'on a fait habituellement dans notre collectivité, qui était que dès lors qu'on préemptait, c'était d'abord pour du logement social classique. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions. D'ailleurs, aussi pour la sortie d'habitat indigne. Je le dis, bon. Donc ça, c'est la piste qu'on travaille. La troisième voie du logement, j'y mets aussi quand même ce qu'on fait avec le bail réel solidaire. Quand on vous a vu la première fois, moi, ce qui m'a extrêmement intéressé, c'est ce caractère finalement qui pourrait être plus systémique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'un collectif se forme pour pouvoir avancer quand même. Bon. Et donc ça a été ça la première fois qu'on m'en a parlé ou que vous m'en avez parlé, où je me suis dit qu'il fallait trouver des solutions. Après, pour finir l'histoire et là où nous en sommes, ça se télescope avec un moment où les ressources de la collectivité sont moindres et où il faut par ailleurs trouver des pistes pour vous accompagner de manière, presque comme on le fait avec le droit commun de l'habitat participatif et coopératif. Autrement dit, je ne sais pas si vous en avez parlé, donc je le dis tout de suite, il y a un élément sur lequel on peut être facilitateur, c'est la garantie d'emprunt. Et alors peut-être qu'on y reviendra. Et de ce côté-là, la philosophie qui est la nôtre, c'est de se dire, dès lors qu'on a un bail, ce qui nous permet véritablement d'engager la garantie d'emprunt de la collectivité, c'est si on sait qu'on a un bailleur social en arrière-plan. Autrement dit, sur un appartement, sur un logement en tant que tel, bien donné, à l'adresse, vraiment au logement, eh bien, ça capote. Il faut absolument qu'il y ait un bailleur social qui puisse se porter acquéreur. Dès lors qu'on a ça, on pourrait engager la garantie d'emprunt. Ça, c'est le point de départ d'une collaboration. Et après, bien sûr, la collaboration, elle doit être dans le tour de table de celles et ceux qui pourront contribuer au financement. C'est la question suivante à Louis Hénaud. Comment il est possible actuellement de créer une réserve foncière, en fait ? Quels moyens utilisez-vous ? Tout à l'heure, on a eu une personne qui allait vendre son logement donc, à copropriétaire. Mais quels sont les différents moyens, en fait, pour créer une réserve foncière ? Alors, le moyen le plus simple, c'est on achète.
Et comment? Mais tout bêtement, on achète des centaines de fois pour. Mais ce qui se cache derrière, et c'est ce que commence à. Donc, à nouveau, c'est ce que commençait à soulever Isabelle, et puis ce que disait Renaud à l'instant, c'est ce qui se cache derrière l'acquisition, l'acte d'acquisition, c'est des outils financiers. Alors, c'est un peu barbare dit comme ça, mais en fait, la clé du système, et c'est ça qu'on cherche à faire, le bouchon qu'on cherche à faire sauter avec copropriétaire, c'est que vous avez un système du logement privé classique qui est plutôt bien construit. Il y a des emprunts à taux fixe sur des durées plutôt longues, avec des systèmes de garantie. Enfin, tout ça est assez bien construit, assez bien maîtrisé par les acteurs bancaires et financiers. Le système du logement, je vais mettre des gros guillemets, public, social, avec des garanties, effectivement, des collectivités, d'un certain nombre de structures, et puis des outils financiers, des emprunts de très long terme distribués à l'échelle nationale grâce à vos livrets A et vos livrets développement durable et solidaire. Donc tout ça existe et est bien construit. Et puis quand vous êtes au milieu, donc quand vous cherchez non pas à manger sur les terres du logement social, mais plutôt à créer un logement donc coopératif qui soit un logement qui réinvente ce rapport à la propriété, qui rende le logement plus abordable, accessible et solidaire, en fait, vous n'avez pas d'outils, il n'y a rien. On est au milieu du no man's land qui sépare les deux. Donc effectivement, on peut aller chercher des choses qui existent. Donc il y a les garanties des collectivités, c'est extrêmement important. On discute avec les banques pour aller tirer leurs emprunts le plus loin possible. On discute avec des financeurs pour aller lever des premiers fonds propres, parce que vous imaginez bien qu'au début, pour faire démarrer la machine, on parle tout de suite en millions d'euros, quoi. Donc, faut trouver quelqu'un qui nous fait confiance pour 1-2 millions d'euros, ce qui est pas, voilà, ça se fait pas en claquant des doigts. Et donc, c'est vraiment ça, ce sur quoi on est aujourd'hui, c'est de montrer que c'est OK de financer quelque chose que personne ne finançait jusqu'à maintenant, qui est l'entre-deux. Et donc, c'est la démonstration qu'on cherchait à faire avec copropriétaire. Voilà. Puis après, on achète. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans le mouvement copropriétaire, c'est que vous parliez du BRS juste avant, on pourrait presque faire le BRS pour le logement neuf, parce que la plupart du temps on est quand même sur de la construction neuve, de la vente en VFA, et donc la dimension copropriétaire pour le diffus dans l'ancien. Renaud Père, vous vouliez répondre? Non, j'ai pas envie qu'on fasse cette distinction. À mon avis, c'est deux choses à la fois différentes et complémentaires. Isabelle le sait très bien, le BRS à la française, c'est une traduction partielle des Community Land Trust. Et partielle, pourquoi? Parce qu'on a voulu massifier, on a voulu en faire beaucoup, mais la coopération entre les habitants n'existe pas, en tout cas pas aujourd'hui. Ou peut-être que ça progressera à l'avenir, mais c'est pas donné avec le bail réel solidaire. Alors qu'avec vous, il y a ça d'emblée dans le projet. Donc, c'est pas une question d'ancien ou neuf, c'est une question véritablement de pouvoir d'agir des habitants qui est beaucoup plus forte. Donc je crois pas qu'il faille le dire. Enfin, moi, je ne souhaite pas qu'on le distingue par l'ancien et le neuf, parce que je souhaite quand même qu'on fasse aussi de l'ancien avec, du BRS dans l'ancien, donc pas de doute là-dessus. Mais c'est pas le même engagement, évidemment, de l'habitant dans le projet, et je crois que c'est ça qui en fait la différence. C'est vrai que dans l'OFS à la française, ce que m'a dit un interlocuteur, c'est qu'on a oublié le mot community. Donc il y a peu ou pas de communauté. Il peut y en avoir, mais pas forcément. Ce que je trouve intéressant dans la démarche copropriétaire, c'est d'acheter de l'existant et donc d'aller plus vite, de pouvoir avoir un parc plus diversifié et d'aller plus vite. Et comme dit ma fille, si tu n'as pas d'argent, tu vas à la banque. Donc, il faut aller à la banque. C'est très bien dit. Je me permets de partir sur quelque chose. En fait, on parle d'argent depuis tout à l'heure, mais il y a quand même une question qui est au fondement de copropriétaire, c'est la notion de propriété. En fait, l'ambition, c'est pas seulement vous de venir réquestionner l'accès au logement, la participation, c'est réellement venir questionner la place de la propriété dans notre société. On connaît tous cette phrase de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 17, la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Mais voilà. Exactement, c'est là-dessus que j'allais venir, vous m'avez devancé, Isabelle Ray-Lefebvre. On oublie en fait la fin de la phrase. Ce n'est lorsque la nécessité si ce n'est lorsque la nécessité publique, l'exige.
La nécessité publique légalement constatée. Exactement, l'exige. Il faut que cette nécessité publique soit légalement constatée. Et sous la condition d'un juste et préalable, d'une préalable indemnité. Voilà. Est-ce qu'on n'en arrive pas aujourd'hui à cette nécessité publique ? Alors effectivement, les tenants de la propriété nous disent « Oh là là, mais vous violez le droit de propriété ». Mais je dirais, tout le code de l'urbanisme, tout le code de la construction sont quand même des limitations au droit de propriété inviolable et sacré. Donc on n'en est pas à nos débuts, si j'ose dire. Donc moi, quand même, ce que pose aujourd'hui la question, c'est que on a des ressources limitées, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'énergie, que ce soit du terrain. Et à un moment donné, il faut bien qu'on se mette autour de la table en disant quels sont les usages qu'on privilégie. Et c'est bien le rôle des élus. Et donc les usages qu'on privilégie, c'est le logement des gens pour leur résidence principale. C'est pas leur résidence secondaire, c'est pas le meublé touristique, c'est de pouvoir loger les gens. Donc ça, c'est l'intérêt légitime, légalement constaté. Louis Hénault, vous vouliez réagir ? Un des points de départ de copropriétaires, avant même de parler de coopérative de logement, un des fondements, c'est de dire, c'est de repartir de l'économie, en fait. C'est-à-dire qu'en économie, il y a 50-60 ans, et ça a été repopularisé plus récemment dans les années 90, on parlait de biens communs. On distingue les biens en 4 catégories. Il y a les biens privés, les biens communs, les biens de club et les biens publics. Donc le logement public, le logement social, c'est plutôt bien développé. Le logement privé, ça marche bien. La résidence, enfin ça marche bien. En tout cas, ça existe, c'est très répandu. Les résidences-services hyper chères, les biens de club, ça y va. Le bien commun, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas, et c'est un problème parce qu'en fait, on est arrivé. Donc ça fait un peu tarte à la crème de parler de bien commun parce que c'est cool, c'est machin. En fait, il y a une définition économique très précise derrière. C'est pas un truc qu'on tartine là parce que c'est sympa. En fait, économiquement, ça a un sens, le bien commun. Ça se définit. Un bien devient bien commun à partir de certains critères très précis. Et aujourd'hui, le foncier étant une ressource rare dont on peut pas empêcher l'accès, je veux dire, on va pas empêcher les gens d'accéder au foncier, c'est normal, tout le monde a le droit d'avoir accès au sol. Le sol, il nous appartient à tous, il n'y a pas un tampon qui a été posé il y a 7 millions d'années sur le sol en disant c'est pour lui, c'est pas pour toi. Donc le sol, il est là, il est pour tout le monde, il est rare, il est beaucoup trop rare maintenant, il commence à basculer dans la définition de ce qu'on appelle un bien commun, et il est normal aujourd'hui que des acteurs, qu'ils soient privés, publics, parapublics, peu m'importe, et nous, en tout cas, notre initiative, elle est privée, mais elle s'inscrit dans cette dynamique-là. Il est normal que des acteurs se saisissent de cette notion de bien commun et essayent de créer une gestion en commun du logement et du foncier. Et ça, c'est le point de départ. Et donc, à partir de là, on lutte contre la spéculation, on lutte contre les dérives de la propriété privée individuelle, non pas parce qu'on est contre intrinsèquement la propriété individuelle, peut-être que c'est un système qui marche très bien à plein d'égards, mais par contre, il ne répond plus à la définition même du bien sur lequel elle s'applique. Donc on cherche à sortir de ce système et à créer, donc entre guillemets, cette troisième voie, c'est juste une réponse économique basique à c'est normal qu'on gère comme ça, quoi. Avant de donner la parole à la salle pour quelques questions, j'ai une dernière question pour vous Louis Hénault, pardon. Comment réussir alors si ce n'est déjà à mettre en place, mais au-delà à essaimer, à attirer des ménages, des personnes peu ou pas militantes, suffisamment, enfin très éloignées parfois du système de l'économie sociale et solidaire dans lequel on est actuellement, mais dont l'utilité en fait d'un tel mouvement, d'une telle expérimentation, eh bien, leur serait bénéfique d'un point de vue de justice sociale. Comment est-ce qu'on fait pour les toucher ? On va les toucher parce que le modèle est un modèle pertinent et performant. En fait, il n'est pas... je dirais que c'est comme toujours. L'année prochaine, on va ouvrir notre coopérative, on va se lancer. Les 5-10 premiers logements, en fait, on va suer sang, eau et larmes pour les sortir. Et on est prêt à ça. Enfin, je veux dire, on sait que ça va être compliqué. Et au début, ça va être plutôt avec des personnes militantes qui comprennent l'enjeu. Mais il faut se dire qu'en fait, l'objectif de la coopérative à terme, c'est que le logement, il ait son coût d'usage. C'est-à-dire qu'un logement, c'est quand vous payez 800, 900, 1000 euros de loyer,
En fait, le plus gros là-dedans, il sert juste quand le logement il est amorti, il sert juste à engraisser le propriétaire. Le coût d'usage du logement, c'est pas si cher que ça. De provisionner pour des gros travaux, de payer une taxe foncière et de payer 2-3 impôts et assurances, à la fin, ça coûte pas très très cher au mètre carré. Donc ce que vous payez le plus gros, c'est pas pour votre coût d'usage, c'est pas pour le coût d'usage d'utiliser un logement, c'est de la spéculation. Bon. Et donc l'objectif de copropriétaire, c'est qu'on va faire cette démonstration qu'on va tenir dans le temps. Au début, on va galérer, mais quand on aura construit suffisamment, qu'on sera suffisamment nombreux, les gens qui auront des galères parce qu'il y a un sinistre, ils seront couverts par le fonds mutuel de travaux. Quand j'aurai une galère de séparation, collectivement, on va trouver une solution. Congé-vente, on va pouvoir acheter le logement. On va faire la démonstration que ce système, c'est un système qui répond là où la propriété privée individuelle n'y arrive plus, parce qu'elle ne peut pas répondre à ces situations-là. Très rapidement. J'ajouterais une chose, c'est que, c'était pas Renaud Père qui me contradira là-dessus, quand les collectivités locales font des efforts financiers pour procurer des terrains pas trop chers, pour apporter leurs garanties, c'est quand même normal que la pérennité de l'accessibilité se prolonge d'occupant en occupant, parce que beaucoup de collectivités, y compris dans celle où je vis, à Montreuil ou à Ivry, etc., font ce qu'ils appellent de l'accession à prix maîtrisé, mais il est maîtrisé une fois le prix. Et donc, effectivement, il est maîtrisé pour le premier occupant, mais le premier occupant, lui, il va le revendre sur le marché. Donc l'effort public, il est anéanti. C'est quand même important de pouvoir pérenniser cet effort public dans le temps. Là-dessus, on a désormais une dizaine de minutes pour échanger avec le public. Je vous remercie tous les trois pour vos réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des ajouts, des thématiques que nous n'avons pas abordées. Allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. On parle de se loger, mais on n'a pas abordé le sujet du confort. Parce qu'en fait, je fais le parallèle avec la voiture. C'est plus confortable de rouler tout seul dans sa voiture. Et à la fois, c'est aberrant. Et c'est la même chose pour le logement. Habiter tout seul dans son logement, alors qu'il y a de l'espace, je trouve ça assez aberrant. Et là vient la notion de confort. Est-ce que l'on veut se loger ou se loger confortablement ? Est-ce que vous voulez répondre à cette question ? Enfin, moi, personnellement, je réponds. Je pense que tout le monde veut se loger confortablement. Le sujet, il est systémique. Hein. C'est vraiment... Si vous arrivez devant 1 million de personnes à qui on a permis depuis très longtemps d'avoir des grands logements, d'avoir peut-être beaucoup trop, et puis que vous dites un par un, il faut changer, il faut changer, il faut changer, déjà vous faites culpabiliser les gens. En plus, un par un, ça marche pas parce qu'on se dit mais le voisin, il change pas, machin. Si vous vous posez à 50 ou 100, vous mettez en coopérative, vous réfléchissez collectivement en vous disant mais en fait... est-ce que ce que je fais là, ça a du sens, quoi ? En fait, est-ce que c'est normal que moi, seul dans mon logement, j'ai 80, 100 mètres carrés En fait, peut-être que c'est normal, peut-être que ça l'est pas. Mais cette question, vous la posez seul, c'est impossible. Et cette question même n'a du sens que si on se la pose ensemble. Et c'est ça qu'on veut créer. C'est qu'on veut pas forcer la réponse en disant oui, il faut vivre tout seul dans 25 mètres carrés, c'est comme ça qu'on vivra demain. On n'est pas en train de dire ça. Par contre, on dit que si cette question, on peut se la poser, de se dire c'est quoi la bonne taille, est-ce qu'il faut qu'on change, est-ce qu'il faut pas qu'on change, si oui, pourquoi, quand, comment, est-ce qu'on a une solution pour changer, parce qu'en plus changer c'est pas évident, hein, je veux dire, on n'a pas forcément l'argent, les moyens. En tout cas, nous on crée l'espace pour se la poser cette question, et c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer l'espace. Je sais pas si la question elle est fondamentale, puisque c'est tout l'enjeu qu'on a, ou toute la relation qu'on a avec le foncier, c'est-à-dire que tout mètre carré artificialisé aujourd'hui doit profiter au plus grand nombre, autrement on n'y arrivera pas. Mais néanmoins, quand même, la question du rapport à la liberté est complexe. Si on se dit il faut absolument, on peut plus vivre dans le même confort, ça risque d'être très compliqué quand même d'engager le plus grand nombre dans la transition ou dans les transitions dans lesquelles nous devons nous engager. Par contre, je crois que la question, moi je la formulerai autrement, la vôtre, enfin la question que vous avez formulée, c'est moins la question du confort que la question de est-ce qu'on peut encore choisir là où on veut habiter ? Parce que la question notamment
Et c'est en partie à ça que vous répondez. C'est-à-dire cette question, finalement, des villes que nous sommes en train de produire, où une grande partie des habitants et des habitantes ne peuvent plus choisir là où ils veulent habiter. Le quartier, même désormais la commune, voire désormais la métropole, puisque on voit bien que des familles sortent de notre métropole. Et c'est bien pour ça qu'on doit multiplier les solutions pour essayer de trouver des réponses aux familles, aux habitants, aux habitantes qui veulent rester proches de leur activité, proches des aménités aussi de la ville. Et donc, c'est en cela qu'il faut tout développer. Et je crois qu'à la fois, la montagne est énorme à franchir, parce qu'on pose des questions que la philosophie politique a posées depuis des siècles, le rapport à la propriété notamment. Et néanmoins, on a quand même pas mal progressé quand même sur les dernières décennies. Alors je mets le BRS là-dedans, mais parce qu'il a contribué quand même très largement à transformer. Moi je me rappelle que même au début du mandat, une partie des acteurs disaient mais non, c'est pas possible, ça ne marchera pas parce qu'on a un rapport à la propriété très traditionnel. Il y a encore 5 ans. Et depuis, on voit que dans les 1800 logements en BRS qu'on a engagés, le succès que rencontre le bail réel solidaire, c'est-à-dire que les grands Lyonnais et les grandes Lyonnaises se disent « Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est la sécurité par le logement ». Je voulais, dans certaines coopératives suisses, il y a des normes d'occupation du logement, c'est-à-dire les grands logements, c'est pour les familles avec enfants, et quand les enfants partent, vous devez changer de logement. Alors d'abord, ça se fait assez soft, et quand on a un ensemble un peu important, on peut trouver des solutions de rester dans le même ensemble et de prendre un plus petit logement. Ce que je reproche un petit peu aux opérations en OFS-BRS, c'est d'être très petites. Les coopératives suisses, ils font facilement 80 à 100 logements. Donc il y a ça. Et puis, ce qui est important, c'est la sécurité. Il n'est pas question de mettre à la porte les gens parce qu'ils n'occupent pas assez leur logement. Ça, moi, je trouve que c'est trop brutal. Et donc, il faut, comme vous dites, trouver une autre solution en disant, vous êtes dans un grand logement, on a besoin de ces grands logements, mais il faut trouver une autre solution. Madame, vous avez une question au fond de la salle ? Alors non, c'est pas une question, c'est une réflexion, parce que pour moi, l'habitat type copropriétaire ou habitat participatif, c'est vraiment la solution de l'habitat futur. Enfin, surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous ou les familles monoparentales. Moi, en tant que femme seule, de toute façon, je ne peux plus qui est acheté dans le passé et revendu et ainsi de suite, bien dans la spéculation. Maintenant, je n'ai absolument plus les moyens ni d'acheter, voire même de louer. Et surtout, je me dis, moi j'ai envie de faire partie de copropriétaire, mais j'ai un petit peu peur aussi que ce qui reste à acheter, ce soit aussi des logements, quand le monsieur parle de confort, par rapport surtout au changement climatique, que ce soit des logements qui nécessitent des travaux quand même énormes, surtout dans l'ancien, de rénovation pour habiter dans des conditions décentes. Moi, j'ai habité un appartement à Villeurbanne il y a très peu de temps, que mes amis ont connu, que j'ai quitté j'ai emménagé en juin de l'année dernière. Au mois de septembre, j'ai dit c'est plus possible en fait, parce que j'ai été obligée de déménager. J'ai habité 2 mois chez mon fils. Et au mois de décembre, j'en suis partie parce qu'en fait, l'été, s'est monté jusqu'à 37 degrés. La nuit, mon animal de compagnie a failli mourir. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a fait des études, qui a quand même un métier. Je payais 500, presque 600 € à Villeurbanne. Et voilà, en fait, les logements qui restent maintenant, est-ce que c'est pas des logements qui sont aussi complètement insalubres, en fait, par rapport aux nouvelles, au changement climatique? Allez-y, Loulou Hénaud, la question c'est à vous, je pense. Déjà, on n'est pas obligé d'acheter des logements insalubres. Et c'est bien... Moi, je reviens toujours sur cette notion de... Je reviens toujours sur cette notion de collectif. L'attention de base de copropriétaire, c'est effectivement de ne pas reproduire les schémas qui existent dans la propriété individuelle. Moi, je suis sûr que le logement que vous habitiez avant, là, qui était presque insalubre, du coup, puisque 37 degrés l'été, je veux dire, à un moment, ça devient insalubre, c'est un danger pour la santé. Je suis sûr que le propriétaire pourra le revendre presque au prix du marché aujourd'hui.
Et c'est ça l'absurdité du système dans lequel on est. Et le seul moyen d'en sortir, c'est à nouveau d'être capable de réfléchir en commun, de financer en commun. Copropriétaire, son avantage, si je reviens sur un point de vue purement financier, l'avantage d'acheter en collectif, c'est pas tant au moment où on achète, parce que pour l'instant, de toute façon, tout le système de financement français, il est adapté donc soit au privé individuel, soit au logement social. Donc quand on est entre les deux, pour l'instant, on se prend beaucoup de portes fermées, on va les ouvrir au fur et à mesure, mais c'est pas là qu'on performe en fait. C'est pas le moment où on achète. Là où on performe vraiment, c'est quand dans 10 ans, vous avez une galère justement, ça chauffe, le toit n'a pas été rénové depuis longtemps, vous avez un sinistre, en fait votre logement il a un problème de divers ordres, bah là vous y répondez plus seul en fait. Vous avez une galère avec votre copro, bah en fait on est plusieurs à pouvoir y répondre, quelqu'un a déjà démêlé le problème, on a mutualisé un fonds travaux, et on est capable de réfléchir collectivement à cette question. Donc on sera attentif effectivement à acheter des logements qui sont de qualité, on aura des fonds pour faire des travaux, et on ne mettra jamais quelqu'un en situation d'insalubrité, c'est bien un objectif de base de copropriétaire, mais beaucoup plus que ça. Si jamais la situation d'insalubrité ou d'indignité devait exister, vous ne serez pas seul pour y répondre. Et là, c'est être seul, trouver une solution seul, c'est impossible. Donc la base de copropriétaire, c'est ça. C'est de créer la solution par la discussion. La copropriété pour habiter dignement, donc on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie Isabelle Ray-Lefebvre, Renaud Père et Louis Hénaud pour vos échanges très riches. Merci beaucoup et belle soirée. Radio Anthropocène. Radio À l'écoute Anthropocène. du changement global. À l'écoute.